Je passerai ce soir récupérer l'argent. N'ose pas aller nulle part. Mon fils m'avait appelé, celui qui prenait la moitié de ma pension chaque mois. Mais quand il entra dans l'appartement et vit qui était assis à la table, il faillit tomber. La sonnerie du téléphone brisa le silence de l'appartement, faisant sursauter Margaret. Elle savait qui c'était, même avant de regarder l'écran. Ses doigts se crispèrent sur le tissu doux du tablier, laissant des traces humides. La peur arrivait désormais avant même la voix de son fils, dès les premières notes de la sonnerie. Je passerai ce soir récupérer l'argent. N'ose pas aller nulle part. La voix de Tyler était plus rude que d'habitude, teintée d'une panique nouvelle et inconnue. Avant, au moins, il demandait comment elle allait. Il demandait de manière fausse, sans écouter la réponse, mais il le faisait au moins. Maintenant, même cette formalité avait disparu. D'accord, mon fils, répondit Margaret d'une voix basse, sentant un nœud se former dans sa gorge. Tyler raccrocha sans dire au revoir. Les bips résonnaient comme une moquerie de toutes ces années où elle lui avait enseigné la politesse. Dis toujours au revoir, Tyler, c'est une marque de respect. Il hochait la tête alors, un enfant de 6 ans avec une mèche rebelle au sommet du crâne et des yeux pleins de confiance. Elle raccrocha le téléphone et s'enfonça lentement sur une chaise près de la table de la cuisine. 72 ans, et elle craignait encore de fâcher son propre fils. Quelle reconnaissance humiliante. Autrefois, c'était Margaret qu'on craignait de contrarier. Ne contrariez pas maman, disait Roberta aux enfants quand ils se comportaient mal, et il obéissait, connaissant sa sévérité et sa justice. Maintenant, la peur avait changé de camp. Oliver, un chat noir et blanc, sauta sur ses genoux et miaula avec insistance. Le seul être qui ne lui demandait rien, sauf une gamelle de nourriture et parfois des caresses. Elle l'avait adopté 6 mois après la mort de Robert, quand le silence dans l'appartement était devenu insupportable. Au moins toi, tu ne demandes jamais plus que ce que je peux donner, murmura-t-elle en caressant la douce fourrure. Que dirait Robert s'il voyait ce qu'était devenu leur fils? Lors de leur dernière conversation, quand Robert parlait déjà difficilement après son premier AVC, il lui avait serré la main et chuchoté. « Prends soin des enfants, Maggie, mais aussi de toi. » Elle n'avait pas compris à l'époque, pensant qu'il délirait. Maintenant ces mots lui revenaient, avec un sens nouveau et amer. Soupirant profondément, elle attrapa les flacons orange de médicaments alignés près de la cafetière. Dose du matin, 6 pilules colorées. Margaret n'en prit que 3. Le reste, elle les prendrait le soir ou le lendemain. Elle devait étirer les réserves. Après avoir avalé les pilules, elle sortit un carnet usé, son journal de dépenses. Les chiffres dans les colonnes bien ordonnées refusaient obstinément de s'équilibrer, quelle que soit la manière de les arranger. Électricité, 72 $, gaz, 45 $, médicaments, 183 $. Le stylo s'arrêta sur le dernier montant. Il faudrait économiser sur la nourriture encore une fois, ou peut-être reporter l'achat de nouvelles lunettes, bien que les anciennes ne tenaient sur son nez que grâce à du ruban adhésif. Autrefois, elle tenait les comptes d'une petite entreprise de construction où travaillait Robert. Jonglant habilement avec les chiffres, elle trouvait des réserves cachées, planifiait le budget avec un trimestre d'avance. Maintenant, elle luttait pour chaque dollar de sa propre pension. La pension arrivait le 3 de chaque mois. Tyler apparaissait à sa porte le 5 comme une horloge, comme s'il connaissait l'instant exact de l'arrivée de l'argent. Peut-être le savait-il. Elle ne serait pas surprise d'apprendre qu'il avait accédé d'une manière ou d'une autre à ses relevés bancaires. L'horloge murale, cadeau de Robert pour leur 30e anniversaire de mariage, marquait 9 heures du matin. Il restait de nombreuses heures avant la visite de Tyler. Mais l'anxiété s'était déjà enroulée dans son estomac comme un serpent froid. Elle regarda le petit calendrier accroché au mur. Aujourd'hui, c'était le 5. Poussant un profond soupir, Margaret se leva et se dirigea vers la chambre. Les lattes du sol craquaient doucement sous ses pas. Le seul son dans le silence de l'appartement. Elle savait exactement quelles planches faisaient du bruit et lesquelles non. Elle avait appris à marcher sans bruit quand Robert était malade et avait besoin de repos. Maintenant, cette habitude demeurait, bien qu'il n'y ait plus personne à protéger. Le vieux placard gémit quand elle en ouvrit la porte. En écartant une pile de pulls soigneusement pliés, elle sortit une boîte de biscuits, le dernier souvenir de Noël qu'ils avaient célébré tous ensemble. Avant que Jessica cesse de venir, avant que ce regard hanté n'apparaisse dans les yeux de Tyler. À l'intérieur, tout ce qu'elle avait réussi à économiser en 6 mois. Un jour noir, comme disait Robert, qui était un maître dans l'art d'économiser pour les jours noirs.
La vie est imprévisible, Maggie. Il faut être prêt à tout. Après sa mort, elle avait découvert une petite somme à la banque dont elle ignorait l'existence. Cet argent avait suffi pour les funérailles et il en restait même un peu. Le souvenir de sa prévoyance la réconfortait dans les moments difficiles. Elle replaça la boîte et referma l'armoire. La vérité peut être douloureuse, Maggie, mais le mensonge est toujours un poison, répétait souvent Robert. Que dirait-il aujourd'hui? Que ferait-il s'il savait comment leur fils la traitait? Robert était un homme doux, mais inflexible en matière familiale. Une fois, lorsque Tyler avait 16 ans et était rentré ivre, Robert l'avait enfermé dans sa chambre tout le week-end. Un homme doit répondre de ses actes, avait-il dit. Tyler s'était alors mis en colère, avait crié, avait juré de quitter la maison pour toujours, mais il s'était ensuite résigné, avait demandé pardon, et n'était plus jamais rentré ivre tant qu'il vivait avec eux. Margaret s'assit dans un fauteuil, essayant de se souvenir de quand tout avait changé. Il y a 2 ans, oui, c'était à ce moment-là. Après le divorce de Karen, après qu'elle ait emmené la petite Lily et se soit installée en banlieue. Margaret ne blâmait pas sa belle-fille. Elle avait enduré trop longtemps. Margaret elle-même avait vu des signes que quelque chose n'allait pas dans la vie de son fils, mais elle n'avait pas voulu intervenir. Les adultes régleront ça entre eux, disait-elle à Robert quand il exprimait son inquiétude. Elle regrettait maintenant sa cécité. Tyler était venu à elle, pâle, avec un bleu sous l'œil et un regard où perçait une panique mal dissimulée. « Maman, j'ai des ennuis », avait-il dit sans la regarder dans les yeux. « J'ai besoin d'argent. Je ne peux pas dire pourquoi. » Elle se souvenait aussi de ce jour. Il tombait une fine pluie et Tyler était arrivé avec une veste complètement trempée. Bien qu'il ait une voiture. Pourquoi marchait-il sous la pluie? Cette question ne lui était pas venue à l'esprit à l'époque, mais elle revenait souvent maintenant. Peut-être cachait-il sa voiture. Il craignait que quelqu'un le suive. Elle lui avait donné tout ce qu'elle avait à la maison, $200 qu'elle avait économisés pour rénover la salle de bain. Ce n'était pas suffisant. Il était revenu une semaine plus tard, puis 3 jours après. À chaque visite, ses exigences augmentaient et ses explications devenaient plus vagues. Karen veut me retirer les droits sur la petite, se plaignait-il. Elle a engagé des avocats. Elle exige une pension énorme. Elle se venge de cette stupide liaison au travail. Mais quand Margaret proposa de parler à Karen, de faire une médiation, il explosa. N'ose pas t'en mêler. Tu vas tout gâcher. C'était la première fois de sa vie qu'il lui criait dessus. Elle fut tellement choquée qu'elle ne sut quoi répondre. Et puis il était trop tard. Il avait pris l'habitude de lui parler sur ce ton. Des mois d'interrogatoire persistants n'avaient produit que des fragments de vérité. Je dois de l'argent à de mauvaises personnes. Ils n'attendront pas. Je n'ai pas le choix, maman. Désormais, chaque mois, le même rituel se répétait. Un appel court et brusque. Une visite pendant laquelle Tyler marchait nerveusement dans l'appartement, vérifiant les fenêtres, regardant la rue, l'argent passant de ses mains tremblantes aux paumes moites de lui, et le soulagement dans ses yeux, qui ne durait jamais plus d'1 minute avant de se transformer à nouveau en peur constante. Une fois, elle l'avait vu parler à un homme sur le parking près de la maison, grand, en costume coûteux, une chaîne en or autour du cou. Margaret observait depuis la fenêtre pendant que l'étranger remettait une enveloppe à son fils et que celui-ci, en échange, lui tendait des billets, les mêmes qu'elle lui avait donnés la veille. Ce n'était pas un paiement de dette, comme Tyler le prétendait, c'était une transaction, un achat. Une douleur aiguë dans la partie gauche de sa poitrine interrompit ses pensées. Margaret pressa sa main contre son cœur et tenta de respirer profondément. Elle n'y parvint pas, comme si une dalle de pierre pesait sur sa poitrine. Elle chercha les pilules, mais le flacon de nitroglycérine était vide. « Calme-toi, pensa-t-elle. C'est juste de l'anxiété, ça passera. » Elle essaya de se souvenir des exercices de respiration que le médecin lui avait mentionnés. Inspirer pendant 4 temps, retenir pendant 7, expirer pendant 8. Mais la concentration lui échappait et la douleur ne faiblissait pas. Au contraire, la douleur devenait plus aiguë, se propageant en ondes du cœur vers l'épaule et le cou. Puis elle s'intensifia, atteignant le bras gauche et le cou. La nausée se joignit à elle. Des points noirs flottaient devant ses yeux. Margaret tenta de se lever, mais ses jambes cédèrent et elle retomba lourdement dans le fauteuil. Cela est vraiment en train d'arriver. Cette pensée lui traversa l'esprit. Elle avait vu assez d'émissions médicales à la télévision pour comprendre les symptômes. Une crise cardiaque. Voilà son jour noir,
Le jour pour lequel elle avait mis de l'argent de côté dans une boîte. De l'argent qui ne la sauverait pas maintenant, avec lequel elle ne pouvait même pas appeler une ambulance. « Aide-moi, Robert », appela-t-elle mentalement en regardant la photo de son mari. Mais il ne faisait que la fixer depuis l'image, silencieux et inaccessible. Combien de fois, ces derniers mois, avait-elle parlé avec lui avait-elle confié ses peurs et ses doutes? Elle s'était imaginé qu'il répondait, qu'il donnait des conseils. Petite folie d'une vieille femme solitaire. Mais maintenant, même cette présence imaginaire se dissolvait dans la panique imminente. D'une main tremblante, elle chercha le téléphone sur la table. Il fallait qu'elle appelle. Qui? Tyler? Il se fâcherait qu'elle le dérange au travail. Jessica? Mais sa fille ne répondait plus à ses appels depuis 3 ans. Sa voisine, Madame Parker? Mais elle avait déménagé chez sa fille il y a un mois, et les nouveaux locataires ne la saluaient même pas quand Margaret les croisait dans l'escalier. Elle composa le 911. Sa propre voix lui parut étrangère, lointaine, comme si quelqu'un d'autre parlait à travers elle. « S'il vous plaît, je me sens mal, cœur. Restez en ligne, madame. Donnez-moi votre adresse. » Margaret s'efforça de prononcer les mots, sentant l'engourdissement s'étendre du côté gauche de son corps. Chaque syllabe demandait un effort. Ses lèvres n'obéissaient plus. L'ambulance est déjà en route. Pouvez-vous ouvrir la porte d'entrée? La porte d'entrée. 2 verrous et une chaîne. Elle la fermait toujours, surtout depuis que Tyler avait commencé à ramener des gens étranges, soi-disant des collègues. Ils examinaient l'appartement d'un œil attentif et Margaret se sentait mal à l'aise chez elle. « Je ne suis pas sûre. » Elle tenta de se lever, mais son corps refusait d'obéir. La pièce tournait autour d'elle. Les objets perdaient leur contour. Margaret glissa du fauteuil, essayant de ramper jusqu'à la porte, mais elle n'eut la force que de s'affaler sur le tapis, pressant sa joue contre la surface fraîche. La dernière pensée de Margaret avant que la conscience ne la quitte fut: que adviendra-t-il d'Oliver? Un plafond blanc avec une fissure qui ressemblait à une araignée. Le bip constant des appareils. Une odeur d'antiseptique. Hôpital. Margaret tourna lentement la tête, grimaçant à cause de la douleur dans le cou. Une perfusion courait de son bras vers un goutte-à-goutte. Sur sa poitrine, des capteurs enregistraient les battements de son cœur. Elle était en vie. Cette découverte ne lui apporta ni soulagement, ni joie. Juste de la perplexité. Pourquoi était-elle ici? Que s'était-il passé? La mémoire revenait par fragments. Elle tenta de se redresser, mais son corps semblait s'être changé en plomb. Sa gorge était sèche, ses lèvres gercées. Margaret essaya de les humidifier, mais sa langue paraissait trop grosse pour sa bouche, maladroite, étrangère. Le bip du moniteur s'accéléra, reflétant son angoisse croissante. Où était son chat? Quelqu'un avait-il vérifié si la porte de l'appartement était bien fermée? Et son manteau d'hiver avec la déchirure qu'elle comptait recoudre avant le prochain froid? C'est étrange, à quoi on pense après avoir frôlé la mort? Pas aux grandes réussites ou aux rêves inachevés, mais à un manteau déchiré et à une porte fermée. Ah, vous êtes réveillée. Une jeune infirmière aux cheveux roux brillants attachés en chignon sourit en vérifiant les appareils. Comment vous sentez-vous, Madame Foster? Comme si un camion m'avait écrasée, grogna Margaret. Sa gorge brûlait comme si elle avait crié pendant des heures. Avait-elle réellement crié? Que s'est-il passé? Crise cardiaque sévère, répondit l'infirmière en consultant les relevés. Vous avez eu de la chance d'avoir appelé l'ambulance à temps. Un peu plus et nous vous perdions. Drôle de mot dans sa situation. Comment pouvait-on appeler ça de la chance, ce qui la rapprochait de la fin inévitable, des factures qu'elle ne pourrait pas payer, de la perte du peu qui lui restait? Margaret tenta de s'asseoir, mais ses mains tremblaient et ne la soutenaient pas. Son corps, autrefois si obéissant, refusait maintenant les commandes les plus simples. Une impuissance humiliante. Restez tranquille. L'infirmière, douce mais ferme, la rallongea. Dans son geste, on sentait l'habitude de traiter avec des patients obstinés. Le docteur va bientôt venir. En attendant, nous allons vous administrer un autre médicament pour réduire le risque de caillots. Margaret regardait pendant que l'infirmière, dont l'étiquette indiquait Anna, vérifiait la perfusion, ajoutait quelque chose dans la poche transparente remplie de liquide. Elle ajusta l'oreiller de Margaret, non parce que cela faisait partie de ses obligations, mais parce qu'elle voyait son inconfort. Elle nettoya avec une lingette humide les lèvres desséchées de la patiente,
même si personne n'aurait remarqué si elle ne l'avait pas fait. Combien? Depuis combien de temps suis-je ici? Presque une journée. On vous a amené hier matin. Il est presque 10 heures maintenant. Je dois appeler mon fils. Il doit être inquiet. Anna s'arrêta un instant, comme si elle choisissait ses mots. Oh, ne vous inquiétez pas. Nous l'avons contacté grâce au numéro dans votre téléphone. Il sait que vous êtes ici. Margaret se tendit. Ses muscles déjà endoloris se crispèrent d'appréhension. Est-ce qu'il est venu? Le visage de l'infirmière fut traversé fugitivement par quelque chose qui ressemblait à de la gêne. Une ombre rapide qu'elle tenta de cacher derrière un sourire professionnel. Non, pas encore, mais je suis sûre qu'il viendra bientôt. Reposez-vous. Margaret s'enfonça dans les oreillers, sentant des larmes monter à ses yeux. Bien sûr qu'il n'était pas venu. Ce qui l'intéressait, c'était l'argent, pas elle. Anna, remarquant sa réaction, toucha doucement sa main. Vous savez, parfois, les proches trouvent difficile de voir leurs êtres chers dans cet état, surtout les hommes. Ils trouvent plus facile de s'occuper des choses pratiques que des émotions. Choses pratiques. Elle se demanda de quelles choses pratiques Tyler s'occupait maintenant. Peut-être était-il en train de calculer combien il toucherait si elle mourait, ou fouillait-il son appartement à la recherche d'argent caché. La porte s'ouvrit, et une femme d'âge moyen entra dans la chambre avec un dossier à la main. Son badge indiquait « Dr Cassidy, cardiologie ». Cheveux foncés parsemés de gris attachés en un chignon strict, des yeux attentifs derrière des lunettes. Elle semblait fatiguée, mais concentrée. « Madame Foster, je suis heureuse de vous voir consciente. Je suis la docteure Cassidy. Comment vous sentez-vous? Fatiguée et étrange. » Margaret ne savait comment mieux décrire cette sensation, comme si elle était séparée d'elle-même par une épaisse couche de coton. C'est normal après une attaque aussi sérieuse. Les analyses montrent des lésions importantes aux muscles cardiaques, mais ce qui m'inquiète le plus, ce sont les signes d'hypertension prolongée et de micro-infarctus antérieur, que vous avez vraisemblablement subis debout. La docteure s'assit au bord du lit et regarda Margaret droit dans les yeux. Dans ce regard, il n'y avait ni jugement, seulement une préoccupation professionnelle et quelque chose d'autre. De la compréhension? De la compassion? Dites-moi franchement, preniez-vous vos médicaments comme prescrit, en dose complète? Margaret détourna les yeux. Elle se souvint de son économie du matin, 3 comprimés au lieu de 6. J'essayais, mais ils sont si chers, je faisais durer les boîtes. La docteure Cassidy poussa un profond soupir. Elle avait sans doute entendu des histoires semblables des dizaines de fois par jour. Des patients âgés économisant sur leurs médicaments. Il n'était pas étonnant que le service de cardiologie soit toujours plein. Je comprends, mais en conséquence, nous avons une situation bien plus grave que ce qu'elle aurait pu être. Vous allez avoir besoin d'un traitement prolongé, et possiblement d'une opération. Opération. Le mot résonna comme une condamnation. Margaret imagina des factures qui épuiseraient ses maigres économies en quelques jours. Elle s'imagina revenir dans un appartement vide, sans ressources, sans même pouvoir acheter de la nourriture pour Oliver. Je n'ai pas d'argent pour cela, et l'assurance ne couvrira pas. Nous en parlerons plus tard. La docteure prit des notes dans le dossier médical. Son stylo glissait doucement sur le papier. Il y a maintenant quelque chose de plus important. Lors de l'examen, nous avons trouvé de multiples hématomes sur vos bras et sur votre corps, de différentes anciennes. Le changement soudain de sujet surprit Margaret. Elle sentit le sang lui monter aux joues. Son humiliation, sa honte, son secret, maintenant exposé à des regards étrangers. Je fais des bleus facilement. C'est l'âge. Ces hématomes ont une forme caractéristique. La docteure prit doucement le bras de Margaret et montra les marques bien visibles de doigts sur l'avant-bras. 5 marques sombres laissées par une main masculine, forte. Quelqu'un vous a saisi brusquement. À plusieurs reprises. Le silence tomba dans la chambre. Margaret ne savait où se cacher de la honte. Elle tenta de se tourner, mais le moniteur, la perfusion et les câbles limitaient ses mouvements. Elle était prisonnière, non seulement de ce lit d'hôpital, mais de sa propre vie. Madame Foster, continua doucement la docteure en voyant sa confusion. Margaret, je comprends que c'est une question très personnelle et douloureuse, mais en tant que médecin, je suis obligée de vous la poser. Est-ce que quelqu'un vous fait du mal chez vous? Les larmes coulèrent sur les joues de Margaret. Elle tenta de les retenir, mais n'y parvint pas. Tout ce qui s'était accumulé au cours de ces 2 années, la peur, l'humiliation, la solitude jaillit comme
Un fleuve à travers un barrage délabré. Il n'a pas toujours été comme ça, réussit-elle à dire entre deux sanglots, s'étouffant dans ses propres larmes. Mon fils a des problèmes. Après le divorce, après que sa femme ait emmené leur fille. Il doit de l'argent à certaines personnes, il le menace. Elle racontait son histoire par bribes, sautant d'un sujet à l'autre, revenant en arrière, se perdant dans la chronologie. La docteure Cassidy écoutait en silence, sans l'interrompre, laissant Margaret se vider. Quand le flot de paroles se tarit, elle lui tendit doucement des mouchoirs. Margaret s'essuya le visage, se sentant vidée et étrangement soulagée, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Ce que vous décrivez s'appelle de la violence domestique, et c'est un délit, peu importe qui en est l'auteur, mari, fils ou autre. Personne n'a le droit de vous traiter ainsi. Mais c'est mon fils. Mon petit garçon. Il est juste perdu. Il a besoin d'aide. Peut-être. Mais vous aussi avez besoin de protection. La docteure fit une autre note dans le dossier officiel, qui resterait maintenant là pour toujours. Dans notre hôpital, travaille une assistante sociale spécialisée dans l'aide aux victimes de violences domestiques, y compris les personnes âgées. Elle s'appelle Sarah et j'aimerais que vous lui parliez. Victime. Un mot étrange. Margaret ne s'était jamais pensée comme une victime. Elle avait été épouse, mère, comptable, voisine, amie mais victime? Cela sonnait si impuissant, si définitif. Non, non, n'impliquez personne. C'est une affaire de famille. On réglera ça nous-mêmes. Deux choses, Margaret. Premièrement, ce que vous vivez n'est pas une affaire de famille, mais un abus qui nécessite une intervention. Deuxièmement, à en juger par votre état, régler cela seul ne fonctionne pas. Votre santé est trop compromise. Margaret voulut protester, mais une faiblesse soudaine l'envahit. Ses paupières étaient lourdes, elle luttait contre le sommeil. L'épuisement émotionnel, ajouté à la faiblesse physique, prenait le dessus. Reposez-vous. La docteure Cassidy ajusta la couverture, couvrant Margaret comme on couvrirait une enfant. Nous reparlerons de tout cela plus tard. Lorsqu'elle se réveilla la fois suivante, la chambre baignait dans la pénombre. Le crépuscule s'installait au dehors. Sur le lit voisin reposait une femme âgée lisant un livre à la lumière d'une petite lampe. Margaret ne l'avait pas remarqué auparavant. Peut-être l'avait-on amenée pendant qu'elle dormait. Ou peut-être était-elle trop absorbée par ses propres soucis pour faire attention. « Ah, vous êtes réveillée. » La femme posa son livre et regarda Margaret avec intérêt. Son visage était couvert de rides, mais ses yeux étaient clairs et vifs. « On vous a amenée pendant que j'étais en examen. Je m'appelle Emily. » Margaret répondit automatiquement. Il était étrange de se présenter à quelqu'un après tout ce qu'elle avait vécu. Cet acte social simple semblait absurde dans le contexte d'une chambre d'hôpital et d'une crise cardiaque. Enchantée, bien que les circonstances ne soient pas idéales. Émilie sourit, et des éventails de rides se formèrent au coin de ses yeux. Elle semblait être quelqu'un qui avait beaucoup souri dans sa vie. Je suis ancienne professeure de littérature. Et vous? Je travaillais comme comptable. Avant ma retraite. Margaret ressentit un étrange soulagement à parler de choses ordinaires. De son métier, pas de ses problèmes. Du passé, pas du présent. Intéressant. Je n'ai jamais été douée avec les chiffres. Je préfère les mots. Émilie se redressa légèrement sur le lit, appuyée sur un coude. J'espère ne pas être indiscrète, mais, que vous est-il arrivé? Crise cardiaque. Margaret elle-même fut surprise par la brièveté de sa réponse. Mais que dire d'autre? Lui parler de Tyler, des années d'humiliation, de la peur et du stress qui la tuaient lentement? C'était trop personnel pour une conversation avec une inconnue. Émilie acquiesça avec compassion. Ce n'est pas la meilleure des expériences. Je sais. J'ai été ici pour le même diagnostic il y a 3 mois. Et me voilà de retour. L'insuffisance cardiaque et traîtresse. Margaret observait sa compagne avec surprise. Émilie ne semblait pas plus âgée qu'elle, mais en elle, on sentait une force intérieure, une sérénité que Margaret n'avait pas. Comme si elle s'était réconciliée avec elle-même et avec sa vie, comme si elle avait trouvé une source secrète d'équilibre. « Quelqu'un vient vous rendre visite ?» demanda-t-elle prudemment. « Ma fille vient chaque soir. Et mon fils, ici. » Émilie s'interrompit, et une ombre passa sur son visage. Une ombre dans laquelle Margaret reconnut avec horreur quelque chose de familier. « Mon fils ne m'a pas rendu visite depuis plusieurs années.
Il a des problèmes d'alcool et d'argent, naturellement. Margaret frissonna. L'histoire était trop familière, trop semblable à la sienne. Il vous a fait du mal? C'est arrivé, répondit Émilie calmement, comme si elle parlait du temps et non de maltraitance. D'abord avec des mots, puis de différentes façons. Quand il buvait, il devenait agressif. Il exigeait de l'argent pour l'alcool. La goutte d'eau, ça a été quand il m'a poussé dans les escaliers. Je me suis fracturé le poignet et 2 côtes. Margaret écoutait en retenant son souffle. Ce qu'elle croyait être son secret unique et honteux s'avérait être une expérience universelle. Elle n'était pas seule. Elle n'était pas la seule mère à souffrir aux mains de son propre fils. Et qu'avez-vous fait? J'ai supporté longtemps en me disant, c'est mon fils. Où ai-je échoué? C'est peut-être ma faute. Émilie secoua la tête. Dans sa voix, il n'y avait pas d'amertume, seulement une constatation paisible des faits. Mais un jour, une amie m'a dit, ta bonté est en train de vous tuer tous les deux. Et vous savez quoi? Elle avait raison. Qu'est-ce que ça veut dire, nous tuer tous les deux? Margaret ne comprenait pas. Quand on cède à une personne dépendante, qu'on lui donne de l'argent, qu'on pardonne les humiliations et la violence, on ne l'aide pas. On l'enfonce encore plus dans la maladie. Notre aide devient en réalité un meurtre lent. Margaret fronça les sourcils. Elle n'avait jamais pensé ça. Elle avait toujours cru qu'elle aidait Tyler, que sans son soutien il serait encore pire, que l'alternative serait la rue, la prison, ou pire encore. Mais si on ne l'aide pas, alors quoi? Alors la personne touche le fond, et soit elle réalise qu'elle a besoin d'un traitement, soit elle ne le réalise pas. Émilie soupira. Dans ce soupir se trouvait toute la sagesse des années vécues, toutes les décisions difficiles prises. Dans tous les cas, continuer à le soutenir, c'est être complice de sa propre destruction et de la vôtre aussi. Et que s'est-il passé avec votre fils? Demanda Margaret d'une voix basse. Une question qu'elle craignait de poser, mais dont elle redoutait encore plus la réponse. Je ne sais pas. Après que j'ai cessé de lui donner de l'argent et obtenu une ordonnance restrictive, il a disparu de ma vie. Parfois, ma fille dit qu'elle l'a vu en ville. Il a mauvaise mine, mais il est en vie. Émilie regarda par la fenêtre vers le ciel qui s'assombrissait. Je prie pour lui tous les jours. Mais je ne lui permets plus de détruire ma vie aussi. Comment? Comment avez-vous pu faire ça? Arrêter de l'aider? Avec difficulté. Émilie sourit tristement. Un groupe de soutien m'a aidé. Deuxième souffle, pour ceux qui ont vécu la violence domestique. Là-bas, j'ai compris que je n'étais pas seule, que beaucoup traversent des situations similaires, et qu'il existe une issue. Margaret sentit quelque chose trembler en elle. Je ne suis pas seule. Ces 3 mots étaient comme une bouée dans une mer de désespoir. Tout ce temps, elle avait cru sa situation unique, sa honte indicible. Et en fait, vous avez les coordonnées de ce groupe? Demanda-t-elle, surprise par son propre courage. Hier, elle n'aurait jamais osé demander. Hier, elle était convaincue qu'elle devait se débrouiller seule, que personne ne comprendrait, que personne n'aiderait. Émilie s'illumina. Bien sûr. Je peux même vous y accompagner quand on nous donnera notre sortie. Croyez-moi, Margaret, la vie ne s'arrête pas à 70 ans, et elle ne doit certainement pas s'arrêter à cause des problèmes des autres, même si cet autre est votre propre fils. Après une semaine à l'hôpital, Margaret rentra chez elle. Oliver, qui l'attendait, miaulait plaintivement. La voisine, que les médecins avaient prévenue, l'avait nourri tout ce temps, mais le chat manifestement avait manqué à sa maîtresse. « Tu m'as manqué aussi, mon petit », murmura Margaret en lui grattant derrière l'oreille. L'appartement semblait différent, comme si une semaine d'absence lui avait permis de voir son propre foyer avec des yeux étrangers. Poussière sur les étagères, rideaux décolorés, objets éparpillés, Tyler avait manifestement fouillé à la recherche de quelque chose de précieux durant son absence. Sur la table, une note de la voisine. « Ton fils est venu 3 fois. Il semblait énervé. Il a laissé un numéro. » Margaret froissa la note. Les mots de la docteure Cassidy et d'Emily ne quittaient pas son esprit. Violence domestique, codépendance, autodestruction. Avant l'hôpital, ces mots lui semblaient abstraits, issus de la vie d'une autre. Maintenant, ils étaient devenus sa réalité. Elle entra dans le salon et s'arrêta devant la bibliothèque. Derrière une rangée de vieux romans d'Agatha Christie se trouvait un vieil album photo. Margaret le sortit et s'assit dans le fauteuil. Les premières pages. Tyler bébé, dormant dans les bras d'un Robert heureux. Tyler a 1 an, faisant ses premiers pas.
Tyler à la maternelle sur la plage avec un seau et une pelle. Un enfant souriant avec des fossettes aux joues, avec des rêves d'avenir. Où es-tu, mon petit? Murmura Margaret en passant son doigt sur la photo. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Sur les photos des années d'école, Tyler semblait plus sérieux, mais ses yeux conservaient la même sincérité, la même joie de vivre. Margaret tourna la page. Le lycée, la remise de diplôme. Tyler en costume, fier, avec des projets brillants pour l'avenir. Margaret referma brusquement l'album. Elle ne pouvait pas compter sur son fils. Maintenant, Emily avait raison. Elle-même avait besoin d'aide. Elle sortit la carte que lui avait donnée Emily. Donnée à l'hôpital. Service de soutien aux victimes âgées de violence. Numéro de téléphone. Adresse. Horaire. Margaret regarda longtemps ces informations avant de s'approcher du téléphone. En composant le numéro, ses doigts tremblaient. Service de soutien. Deuxième souffle, répondit une voix féminine agréable. En quoi puis-je vous aider? Moi. Sa voix trembla. Margaret inspira profondément. Je m'appelle Margaret Foster. J'ai récemment eu une crise cardiaque, et j'ai des problèmes avec mon fils. Je comprends, Margaret. Je m'appelle Jennifer. Souhaitez-vous assister à une réunion de notre groupe? Nous nous réunissons demain à 14 heures. Une réunion de groupe de soutien. L'idée de raconter son histoire à des inconnus fit battre son cœur plus vite. Mais, rester seul était-il vraiment une meilleure option? Oui, je viendrai, dit Margaret, surprise par sa propre décision. En raccrochant, elle ressentit un étrange soulagement, comme si elle avait fait le premier pas pour sortir de la cage dans laquelle elle s'était volontairement enfermée. Le lendemain matin, Margaret découvrit 4 messages de Tyler sur le répondeur. Chacun plus furieux que le précédent. Maman, c'est moi. Où es-tu? Il faut qu'on parle. Maman, rappelle immédiatement. J'ai de gros problèmes. Sérieux, t'es où? J'ai besoin d'argent. Si tu te caches de moi, je jure que tu vas le regretter. Au lieu de la peur et de la culpabilité habituelle, Margaret sentit de l'irritation. Même après son hospitalisation, il ne pensait qu'à lui. Décidant de ne pas rappeler son fils, elle appela un autre numéro, celui de Sarah, l'assistante sociale dont la docteure Cassidy lui avait parlé. « Je suis heureuse que vous ayez trouvé la force d'appeler », dit Sarah après une brève conversation. « Je suis libre aujourd'hui à 17 heures. Je peux venir chez vous si c'est plus facile pour vous. » À 17 heures, Sarah était assise à la table de cuisine de Margaret, prenant des notes dans un carnet. Dans ses yeux sombres, on lisait une implication professionnelle, sans jugement ni pitié. Très bien, Margaret. Parlons des options. La première, la plus radicale, une ordonnance restrictive. Cela interdirait à votre fils de s'approcher de vous. En cas de violation, il serait arrêté. Margaret fit une grimace. Tyler en prison. Non, elle ne pouvait pas le supporter. La deuxième option, un programme de logement protégé pour personnes âgées. Un refuge temporaire, le temps que la situation s'éclaircisse. Quitter mon chez-moi? Margaret secoua la tête. Il pensera que je l'ai abandonné. Margaret, dit Sarah doucement. Il est important de comprendre. Vous n'abandonnez pas votre fils, vous vous sauvez vous-même. La différence est essentielle. La troisième option semblait plus acceptable. Un accompagnement financier, changement de coordonnées bancaires, blocage de l'accès de Tyler à ses comptes. Il doit comprendre qu'il ne recevra plus d'argent de vous, expliqua Sarah. C'est le premier pas pour rompre le cercle vicieux. Mais comment Tyler réagira-t-il? Déjà, il se mettait en colère quand elle ne pouvait pas lui donner ce qu'il exigeait. Réfléchissez dit Sarah en se levant. Et une chose encore, vous avez mentionné une fille, Jessica. Peut-être devriez-vous reprendre contact avec elle. Margaret soupira. 3 ans sans contact. Elle ne voudra pas me parler. La famille est ce qui reste avec nous jusqu'au bout. Pensez conclut Sarah. Après son départ, Margaret ne parvenait pas à retrouver son calme. Oliver la suivait, captant son agitation. Finalement, elle se décida. Le numéro de Jessica n'avait curieusement pas changé après toutes ces années. Pas de réponse. La messagerie s'enclencha. Vous avez appelé Jessica Foster. Laissez un message après le bip. La voix de sa fille, si familière et pourtant si lointaine, fit frissonner Margaret. Quoi dire? Jessie, c'est maman,
commença-t-elle, incertaine. J'ai besoin de ton aide. Elle raccrocha en se sentant vide, et en même temps étrangement pleine d'élan. Pour la première fois depuis des années, elle avait fait quelque chose pour changer la situation au lieu de l'accepter passivement. Le prospectus du groupe de soutien, deuxième souffle, reposait sur la table de la cuisine, une feuille orange avec du texte noir. La violence n'a pas d'âge. Vous n'êtes pas seul. Margaret s'apprêtait à le glisser dans son sac avant de partir pour sa première réunion de groupe, quand une sonnerie à la porte interrompit ses préparatifs. Elle savait qui c'était, même avant de regarder par le Judas. Ce coup familier, brutal et insistant. « Ouvre, maman. Je sais que t'es là. » Margaret respira profondément, se rappelant les conseils de Sarah. Parlez calmement. Ne montrez pas de peur. Gardez vos distances. Tyler fit irruption dans l'appartement sans attendre d'invitation. Ses yeux brillaient d'un éclat fiévreux, ses vêtements étaient froissés, une barbe de 3 jours couvrait ses joues. « T'étais où » gronda-t-il en s'avançant sur elle, la forçant à reculer. « Je devenais dingue. Je suis venue, t'étais pas là. Personne savait rien. J'étais à l'hôpital, Tyler, répondit calmement Margaret. J'ai eu une crise cardiaque. Cela le stoppa un instant. Il cligna des yeux. Comme s'il essayait d'assimiler l'information. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Les infirmières t'ont appelé. Tu n'es pas venu. Tyler se mit à faire les 100 pas dans la pièce comme une bête en cage. J'ai des problèmes. Des problèmes sérieux. Il passa une main dans ses cheveux. J'ai besoin d'argent, maman. Pas maintenant, dit Margaret. Et ces 2 mots lui coûtèrent plus que tout ce qu'elle avait pu dire jusqu'ici. Qu'est-ce que t'as dit? Non, Tyler. Je ne peux plus te donner d'argent. Ma pension couvre à peine mes dépenses, et j'ai besoin de fonds pour mon traitement après la crise. Tyler resta figé, regardant sa mère avec incrédulité. Puis son regard tomba sur la table où reposait le prospectus orange. Il l'attrapa, parcourut le texte des yeux. C'est quoi ça? Sa voix tremblait de rage. Deuxième souffle, aide aux victimes de violences domestiques. Tu te considères comme une victime? Et moi, un abuseur? Tyler, écoute. Non, écoute-moi toi. Il froissa le prospectus et le jeta violemment contre le mur. Tu racontes nos affaires familiales à des inconnus? Tu laves ton linge sale en public? Qu'est-ce que t'as dit sur moi? Margaret sentit une boule de peur monter dans sa gorge, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Sarah l'avait prévenue, le premier « non » provoque souvent la plus violente réaction. Elle devait tenir bon. Je leur ai dit la vérité, Tyler. Que tu prends la moitié de ma pension chaque mois. Que tu me cries dessus. Que j'ai peur de toi. Peur? Tyler rit un rire glaçant. De moi, ton fils? T'as perdu la tête, vieille folle. Il se mit à marcher dans la pièce, frappant les meubles, renversant des objets. Je viens vers toi pour de l'aide. Comme un fils vers sa mère. Et toi, tu m'accuses d'abus? Tu sais ce qui va m'arriver si je n'obtiens pas cet argent? Et toi, tu sais ce qui va m'arriver si je continue à tout te donner? Demanda Margaret d'une voix basse. Je ne peux plus, Tyler. Je ne peux plus donner la moitié de ma pension. J'ai besoin de médicaments, de nourriture, de payer mes factures. Tes factures, j'en ai rien à foutre. Hurla-t-il. Tu veux que je me fasse tuer? C'est ça que tu veux? Son regard tomba sur un petit vase en céramique, cadeau de Robert pour leur 15e anniversaire de mariage. Un objet délicat orné de fleurs des champs. L'un des rares objets chers que Margaret possédait encore. Tu sais quoi? Lança Tyler entre ses dents, en saisissant le vase. Puisque tu veux pas m'aider. Il le jeta violemment contre le mur. Il éclata en 1000 morceaux dans un fracas assourdissant. Margaret cria, se couvrant le visage de ses mains. Quand elle osa regarder, Tyler était déjà à la porte, haletant. Tu vas le regretter, vieille. Crois-moi, tu vas le regretter. Le claquement de la porte fut si violent qu'un cadre tomba du mur. Margaret s'effondra au sol parmi les éclats de céramique. Oliver sortit prudemment de sous le canapé, où il s'était caché pendant la dispute, et s'approcha doucement de sa maîtresse, reniflant son visage mouillé de larmes. Elle caressa le chat en comprenant. Ceci n'était que le début. Tyler ne renoncerait pas si facilement, et sa prochaine visite pourrait être encore plus effrayante. Dans les jours qui suivirent, Margaret vivait sur un baril de poudre, sursautant à chaque bruit. Tyler ne réapparut pas,
mais il laissa des messages sur le répondeur, allant de suppliant à franchement menaçant. Les réunions du groupe de soutien l'aidaient. En écoutant les histoires d'autres femmes, dont beaucoup avaient son âge, Margaret comprenait qu'elle était loin d'être seule dans ce problème. Et si d'autres avaient pu s'en sortir, elle le pouvait aussi. Une semaine après la dispute, Margaret se rendit à la banque pour retirer de l'argent afin de payer ses factures. La caissière la regarda avec compassion. « Madame Foster, il ne reste que 7,32 $ sur votre compte. »« C'est impossible, » souffla Margaret. « Il devrait y avoir environ 1 000 $. Une opération de retrait en espèces a eu lieu hier. Presque toute la somme. » Margaret sentit la pièce tourner autour d'elle. « Qui a retiré l'argent ? » ?»« Votre fils. Monsieur Tyler Foster. Il dispose d'une procuration pour gérer votre compte. » Elle ne le savait pas ? Bien sûr que si. Elle l'avait signé il y a 2 ans, lorsque Tyler l'avait convaincue que ce serait plus pratique. Il pourrait payer ses factures si elle tombait malade un jour. Jamais elle n'aurait cru qu'il s'en servirait contre elle. Margaret rentra chez elle comme dans un brouillard. Dans son sac, un flacon vide de médicaments pour le cœur. Dans sa poche, une ordonnance pour en racheter. Mais il n'y avait plus d'argent pour cela. D'une main tremblante, elle ouvrit le placard à la recherche de quelque chose de valeur à vendre. Ses vieux bijoux avaient depuis longtemps été bradés pour ces mêmes médicaments, pour payer des factures, pour aider Tyler. La douleur revint dans sa poitrine. D'abord sourde, puis plus forte. Margaret reconnaissait cette douleur. Des pilules. Il lui fallait ces pilules. Elle chercha frénétiquement dans son sac, dans les tiroirs, dans les étagères. Peut-être en restait-il une quelque part. Mais ce fut en vain. La douleur s'intensifiait, irradiant dans le bras gauche, remontant dans le cou. Margaret s'effondra au sol, tentant de respirer profondément. Elle n'y parvenait pas. Le téléphone. Il fallait appeler une ambulance. À grand-peine, elle se traîna jusqu'au combiné. Chaque mouvement était un calvaire. 911, souffla-t-elle dans l'écouteur. Ce fut la dernière chose dont elle se souvint avant que la conscience ne s'efface dans l'obscurité. Margaret se réveilla à l'hôpital, la même chambre, la même odeur d'antiseptique, les mêmes bips d'appareil, et la même docteur Cassidy, l'air inquiet. « Nous nous retrouvons, Madame Foster, et je ne me réjouis pas des circonstances. » Margaret tenta de parler, mais sa voix ne répondait pas. « Ne forcez pas, » dit la docteure. « Vous avez subi une seconde crise, plus grave que la première. Vous avez besoin d'une opération, Madame Foster. Un pontage coronarien. Sans cela, la prochaine attaque pourrait être fatale. » Opération. Margaret savait ce que cela impliquait. Des factures énormes qu'elle ne pourrait pas payer, des dettes qui retomberaient sur ses enfants après sa mort. « Je n'ai pas d'argent, » murmura-t-elle. « L'assurance couvrira une partie des frais, » répondit la docteure Cassidy. « Pour le reste, nous trouverons une solution. Ce qui importe maintenant, c'est votre vie. » Le soir, Margaret se sentait mieux. Les médicaments faisaient effet, la douleur s'était atténuée. Allongée, elle regardait le crépuscule à travers la fenêtre, quand la porte de la chambre s'ouvrit. « Je peux entrer ?» Margaret vit avec surprise Emily, son ancienne compagne de chambre. « Emily, comment m'avez-vous trouvée ? L'hôpital n'est pas si grand, » sourit-elle en s'asseyant au bord du lit. « J'étais là pour un contrôle, et l'infirmière, vous vous souvenez d'Anna, m'a dit que vous étiez ici. J'ai décidé de venir vous voir. » Ce simple geste humain fit monter les larmes aux yeux de Margaret. « Comment allez-vous ? » demanda Emily. « Que s'est-il passé ?» Margaret raconta brièvement le conflit avec Tyler, comment il avait vidé son compte, et comment, faute de médicaments, elle avait fait une nouvelle crise. « Mon Dieu !» secoua la tête Emily. « Et que comptez-vous faire maintenant ? » « Je ne sais pas, » avoua Margaret. « Les médecins disent que j'ai besoin d'une opération, mais je ne peux pas la payer. Peut-être vaut-il mieux. » « Ne pensez même pas ça. » coupa Emily avec fermeté. « Vous avez une fille, n'est-ce pas ? Jessica ? Vous m'en avez parlé la dernière fois. On ne s'est pas parlé depuis 3 ans. Alors il est temps de commencer, » déclara Emily avec décision. « Appelez-la. Expliquez-lui la situation. » « Elle ne voudra pas me parler. » Secoua la tête Margaret. Elle avait essayé de m'avertir pour Tyler, et je ne l'ai pas écouté. Je l'ai accusée de jalousie, de vouloir nuire à son frère. Et alors ? Fit Emily en haussant les épaules.
C'est votre fille. Et contrairement à votre fils, elle ne vous a jamais blessé, pas vrai? Margaret acquiesça. Jessica avait toujours été une fille attentionnée, jusqu'à cette horrible dispute. Mon orgueil. L'orgueil ne tient pas chaud dans la vieillesse, coupa Émilie. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Moi aussi, je me suis disputée avec ma fille. On ne s'est pas parlé pendant 5 ans. Puis je me suis retrouvée à l'hôpital, et j'ai pensé, je vais mourir sans m'être réconciliée avec la seule personne proche de moi. Margaret resta silencieuse, absorbant les paroles. Tenez, le téléphone. Émilie lui tendit son portable. Appelez-la maintenant, avant de changer d'avis. Margaret revenait doucement à elle. Une lumière vive l'aveuglait et elle distinguait à peine les contours de la chambre d'hôpital. Les bips des machines, l'odeur d'antiseptique, le lit dur, tout lui était familier depuis sa première hospitalisation. Mais quelque chose avait changé. Quelqu'un était assis près d'elle. La silhouette se floutait devant ses yeux, mais ce n'était ni la carrure massive de Tyler, ni la silhouette fine d'Emily. Quand sa vision s'éclaircit, elle vit une femme aux cheveux châtains relevés en un chignon lâche, un visage familier avec des rides autour des yeux qui n'étaient pas là autrefois. « Jessie » murmura Margaret, n'en croyant pas ses yeux. La femme sursauta, levant la tête de son livre. « Maman, tu es réveillée ?» Plus de doute. C'était bien Jessica, sa fille, qu'elle n'avait pas vue depuis si longtemps. Elle paraissait plus âgée, plus fatiguée, mais ses yeux, les mêmes yeux gris que Robert, brillaient d'inquiétude et d'amour. « Comment es-tu venue ici ?» La voix de Margaret était faible, à peine audible. Jessica rapprocha sa chaise du lit et prit la main de sa mère dans les siennes. « L'hôpital m'a appelé. Ils ont dit que tu avais une autre crise. J'ai pris un vol immédiatement. Crise. Compte en banque. Tyler. » Tout revint brusquement à la mémoire de Margaret, qui grimaça de douleur. « Tyler. N'y pense pas maintenant, » l'interrompit doucement Jessica. « La docteure a dit que tu devais te reposer. Pardonne-moi, » réussit à dire Margaret. « Maman. J'ai essayé de t'appeler des centaines de fois, » dit Jessica en serrant sa main. « J'ai écrit. Lettres, mais elles me sont revenues. Je suis venue te voir, mais tu n'ouvrais pas la porte. » Margaret fronça les sourcils. Cela ne pouvait pas être vrai. Elle n'aurait jamais ignoré sa propre fille. Pas après cette conversation difficile, ce départ en larmes et en colère. Elle avait attendu que Jessica fasse le premier pas vers la réconciliation. « Mais, de quoi tu parles ?» demanda-t-elle. « Je n'ai reçu aucune lettre. Aucun appel. Je ne savais pas que tu étais venue. » Jessica sourit amèrement. « C'est ce que je pensais. C'était Tyler, maman. Toutes ces années. Tyler? Je ne comprends pas. Il interceptait tous nos contacts. Il a bloqué mon numéro sur ton téléphone. Il détruisait mes lettres. Quand je venais, il disait que tu ne voulais pas me voir. Que tu étais trop fatiguée, malade, ou simplement absente quelques jours. » Margaret halta. Ce n'était pas possible. Tyler, son propre fils, son sang, ne pouvait pas l'avoir séparé délibérément de sa fille. Pourquoi? Pour l'argent. Pour le contrôle. Comment le sais-tu? Chuchota-t-elle. Jessica sortit son téléphone. Regarde. Elle ouvrit une application de messagerie et fit défiler l'écran. Des dizaines, voire des centaines de messages envoyés au numéro de Margaret. Tous non lus, jamais reçus. Maman, joyeux anniversaire. Maman, tu me manques. Maman, s'il te plaît, réponds-moi. Chaque message était daté, certains très récents, d'autres vieux d'1 an, 2 ans. Des tentatives régulières et persistantes de contact, et aucune réponse. Et ça? Jessica ouvrit sa galerie photo. Tu la reconnais? À l'écran, une fillette posait devant l'océan, souriant à la caméra. Il y avait quelque chose de vaguement familier en elle, la ligne du menton, la forme des yeux. Qui est-ce? Demanda Margaret, bien qu'une voix intérieure connaisse déjà la réponse. C'est Emma. Ta petite fille. Elle a 6 ans. Une petite fille. Elle avait une petite fille. Une enfant dont elle ignorait jusqu'à l'existence. Elle avait été tenue à l'écart de sa vie. Emma avait été conçue peu après le départ de Jessica pour un autre état, à l'époque où leur relation commençait à se distendre. Margaret resta muette, incapable de formuler les milliers de questions qui tourbillonnaient dans son esprit. « Tyler m'a dit que tu ne voulais rien avoir à faire avec mon enfant, » dit Jessica à voix basse. « Que tu l'appelais une erreur de jeunesse,
que tu n'étais pas intéressé par une petite fille issue d'un mariage raté. Margaret émit un son de douleur. Jamais. Jamais elle n'aurait dit une chose pareille. Pas sur une petite fille. Pas sur l'enfant de Jessica, qu'elle avait aimé de tout son cœur malgré leur désaccord. Ce n'est pas vrai, murmura-t-elle. Je te jure que jamais. Je sais, maman, répondit Jessica en lui caressant doucement la main. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, je l'ai cru. Il était si convaincant. Il disait que tu avais changé après la mort de papa, que tu étais devenue amère, renfermée. J'ai cru que tu me reprochais d'être partie, de ne pas être là quand papa est mort. Les larmes coulaient librement sur les joues de Margaret. Douleur, choc, soulagement, tout se mêlait dans un tourbillon d'émotions. Des années de solitude, des années à croire que sa fille l'avait oublié. Des années perdues à cause de son propre fils. Pourquoi? Sanglota-t-elle. Pourquoi aurait-il fait ça? Tactique classique d'un abuseur, répondit Jessica en serrant les lèvres. Isoler sa victime. Et tu étais la victime parfaite, seule, vulnérable, avec juste assez d'argent pour qu'il puisse t'exploiter. Margaret ferma les yeux. Son propre fils. Son petit garçon. Pouvait-il être si calculateur? Si cruel? J'ai payé ton traitement, reprit Jessica. Et l'opération aussi. Et dès que tu sortiras d'ici, tu viendras vivre chez moi. J'ai une grande maison. Il y a de la place. Et Emma est impatiente de rencontrer sa grand-mère. Tu es sûre? Demanda Margaret. Après tout ce qu'elle venait d'apprendre, le monde lui semblait instable, peu fiable. Comment faire à nouveau confiance à quelqu'un? Absolument, dit Jessica avec fermeté. Tu es ma mère. Et je ne laisserai plus jamais quelqu'un te faire du mal. La maison de Jessica s'avéra être une spacieuse demeure à 2 étages, dans une banlieue paisible, avec un jardin fleuri, une balançoire sur le porche, et une chambre d'amis aménagée au rez-de-chaussée pour épargner à Margaret l'effort des escaliers. Tout était pensé dans les moindres détails. Emma, grande pour son âge, avec des yeux étonnamment semblables à ceux de Robert, accueillit sa grand-mère avec spontanéité et chaleur. Physiquement, Margaret se rétablissait bien. L'opération avait été un succès. Même si une longue rééducation l'attendait, les médecins étaient optimistes. Mais les blessures émotionnelles guérissaient plus lentement. Une nuit, alors qu'Emma dormait déjà, Margaret et Jessica étaient assises dans le salon, sirotant une tisane. L'atmosphère était paisible, propice à la confidence. « Je suis prête à tout raconter », dit Margaret à voix basse. « Tout ce qui s'est passé ces dernières années. » Et elle commença à parler, des premières exigences de Tyler après son divorce avec Karen, comment les demandes étaient devenues des exigences, puis des menaces. Elle parla des ecchymoses sur ses poignets, de la peur qui régnait dans sa propre maison, des nuits sans sommeil à attendre ses visites. Elle raconta comment elle divisait ses médicaments pour les faire durer plus longtemps. Comment elle vendait peu à peu ses affaires pour payer ses factures. Comment elle se cachait de ses amis, honteuse de sa situation. Jessica écoutait en silence, essuyant parfois une larme. Quand Margaret eut terminé, Jessica se leva et se dirigea vers la bibliothèque. « Je veux te montrer quelque chose. » Elle en sortit un grand album photo à la reliure en cuir et le posa sur la table basse. « Tu te souviens quand je t'ai dit que j'avais essayé de te contacter, de t'inviter à des fêtes de famille? » Jessica ouvrit l'album. Sur la première page, une photo d'Emma à 2 ans, devant un gâteau d'anniversaire. En arrière-plan, une bannière faite maison. « Joyeux anniversaire, Emma. Nous t'aimons. Maman, tonton Tyler et mamie Margaret. » Mamie Margaret. Margaret passa le doigt sur l'inscription. « Mais je n'étais pas là. Tyler m'a dit qu'il t'avait remis l'invitation et que tu avais refusé de venir, » dit Jessica avec amertume. « Il m'a dit que tu ne t'intéressais pas à ta petite fille. » Margaret feuilletait l'album avec incrédulité. Des dizaines de fêtes familiales, de spectacles scolaires, de vacances d'été, de moments qu'elle aurait dû partager avec sa fille et sa petite-fille. Des instants volés par son propre fils. Il venait souvent à ces fêtes, continua Jessica. Il disait toujours qu'il t'avait transmis nos invitations. Il revenait avec des histoires, que tu étais occupée, malade, ou que tu ne voulais tout simplement pas nous voir. Jessica sortit de la pièce et revint une minute plus tard avec une boîte en carton. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, des dizaines de lettres, certaines ouvertes, d'autres non. Toutes adressées à Margaret, envoyées par Jessica et Emma. Des dessins d'enfants, des cartes d'anniversaire, de longues lettres écrites à la main par Jessica.
Il y avait aussi des enveloppes avec la mention « Retour à l'expéditeur » ou « Ne pas déranger », prétendument écrite de la main de Margaret. « Ce n'est pas mon écriture », murmura Margaret en examinant les inscriptions. « Je sais », acquiesça Jessica. Il n'a même pas pris la peine d'essayer de l'imiter. Il était persuadé que je ne vérifierais pas. Margaret serra contre son cœur une carte dessinée par la petite Emma. « Pour mamie, avec amour », disait l'écriture enfantine maladroite. « Nous devons porter plainte », dit Jessica avec fermeté. « Il ne s'agit pas seulement d'argent, maman. Il s'agit d'années d'abus psychologiques et de relations brisées. D'années qu'il nous a volées. » Margaret hésita. Malgré tout ce qu'elle avait appris, l'idée de poursuivre son propre fils. Le téléphone de Jessica sonna, interrompant ses pensées. « C'est lui », dit Jessica en fronçant les sourcils. « C'est la 3e fois aujourd'hui. » Elle mit le haut-parleur. « Qu'est-ce que tu veux, Tyler ? Où est-elle » Sa voix était furieuse, mais aussi paniquée. « Je sais qu'elle est avec toi. Passe-moi le téléphone. Maman se remet d'une opération. Elle ne doit pas être perturbée. Tu l'as montée contre moi, » sa voix tremblait. « Tu as toujours envié notre lien. Tu as toujours voulu le briser. Tu appelles ça un lien ?» interrompit Jessica. « Des années de manipulation et de violence ? Ta gueule, ferme-la et passe-moi maman. » Margaret fit un signe à Jessica. Elle était prête à parler. « Tyler, » dit-elle en prenant le téléphone. « Je sais tout. Les lettres, les invitations. Comment tu m'as menti sur Jessica et à elle sur moi ?» Un silence pesant s'installa. « Tu l'as choisie, elle, au lieu de moi ?» demanda-t-il finalement, et dans sa voix, il y avait une vraie douleur. « Après tout ce que j'ai fait pour toi. Et qu'as-tu fait pour moi ?» demanda Margaret. « Ruiner ma santé ? M'isoler de ma famille ? Pris mon argent ? Je te protégeais. » hurla-t-il. « Elle t'a abandonné après la mort de papa. Elle est partie dans un autre état, nous laissant avec les dettes, les funérailles, tout. Elle ne m'a pas abandonné. C'est toi qui m'as fait croire ça. Tu interceptais nos contacts. Tu ne comprends pas ? » Sa voix se fit plus basse, plus désespérée. « Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Ils vont me retrouver. Et puis ils vous retrouveront vous aussi. »« Qui, Tyler ? Qui va te retrouver ?» Mais il avait déjà raccroché. Jessica appela immédiatement la police et signala les menaces. Le lendemain, une ordonnance restrictive fut émise interdisant à Tyler de s'approcher de sa mère et de sa sœur. Mais cette protection légale ne suffisait pas à rassurer Margaret. La nuit, elle se réveillait en sueur, hantée par des cauchemars où Tyler faisait irruption dans la maison avec une arme, menaçait Jessica, la ramenait de force dans cet appartement vide où elle disparaissait lentement, submergée par la peur et la solitude. Les blessures psychologiques s'avéraient bien plus profondes que les blessures physiques. Elle sursautait au moindre bruit, à chaque appel téléphonique. Et même si Jessica, tout pour garantir leur sécurité. Elle fit installer une nouvelle alarme, embaucha un agent de sécurité pour patrouiller le quartier. Mais la peur ne la quittait pas. Le 3e jour après la mise en place de l'ordonnance restrictive, Tyler apparut devant la maison de Jessica. C'est Emma, qui rentrait de l'école, qui le vit en premier. Il se tenait près de la clôture, pâle, avec des cernes sombres sous les yeux. Lorsqu'il vit sa nièce, il fit un pas en avant, mais le garde posté devant la maison lui barra la route. Jessica appela immédiatement la police. Margaret regardait depuis la fenêtre du 2e étage son fils gesticuler, tentant d'expliquer quelque chose aux officiers arrivés sur place. Il paraissait à la fois agressif et désespéré. « Vous ne comprenez pas dans quoi vous vous embarquez » cria-t-il tandis qu'il l'installait dans la voiture de patrouille. « Ils me retrouveront. Ils vous retrouveront tous. » La police l'arrêta pour violation de l'ordonnance, mais le libéra le lendemain matin, première infraction. Pas de menace directe, pas de tentative d'intrusion. Plus tard ce jour-là, le détective Parker, un homme d'un certain âge au regard fatigué et à la moustache grise soignée, vint parler à Margaret et Jessica. « Nous avons perquisitionné l'appartement de votre fils, » dit-il en posant un dossier sur la table. « Et nous avons trouvé quelque chose de préoccupant. » Il sortit quelques photographies. On y voyait Tyler aux côtés d'un homme grand, bien habillé, d'âge mûr. Costume italien, chaîne en or au cou, montre luxueuse. « Reconnaissez-vous cet homme ?» demanda le détective. Margaret secoua la tête, mais Jessica se figea. « C'est Victor Morelli, dit-elle. Je l'ai vu aux infos.
Il est lié au crime organisé. Exactement, confirma Parker. Et il semble que votre fils ait des liens étroits avec lui. Il ouvrit le dossier et commença à exposer les éléments que la police avait réunis ces dernières heures. Votre fils a divorcé de sa femme il y a 2 ans après un scandale d'adultère. Elle a obtenu la garde exclusive de leur fille et exigé une pension importante, expliqua-t-il en consultant ses notes. Désespéré, il a emprunté de l'argent à Morelli pour payer un avocat spécialisé en droit de la famille. Quand il n'a pas pu rembourser, Morelli lui a proposé de travailler dans sa société de comptabilité. Margaret écoutait, et peu à peu, les pièces du puzzle s'assemblaient. Cette histoire expliquait tout, la nervosité de Tyler, ses demandes constantes d'argent, les appels mystérieux, les visites d'inconnus. Selon nos informations, Tyler ne s'est même pas rendu compte qu'il aidait à blanchir de l'argent avant qu'il ne soit trop tard, poursuivit le détective. À ce moment-là, Morelli avait déjà des preuves de son implication et a commencé à exiger des paiements mensuels, le menaçant de prison, ou pire. Mon Dieu, murmura Margaret. Elle comprenait désormais. Une erreur, une liaison avec une collègue, avait brisé la famille de Tyler. En tentant de garder un lien avec sa fille, il s'était mêlé au crime organisé et s'était enfoncé si profondément qu'il ne pouvait plus s'en sortir seul. Donc l'argent qu'il lui prenait n'était pas pour la drogue, comme elle le pensait. C'était pour Morelli. Un tribut sans fin qui ne remboursait jamais la dette initiale. Mais ça n'excuse rien, dit Jessica avec fermeté, comme si elle avait deviné les pensées de sa mère. Il a trompé sa femme, détruit sa famille, et ensuite il s'est tourné vers la mafia et t'a entraîné avec lui. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse, confirma le détective, mais c'est une explication. Et peut-être la clé pour résoudre ce problème. Dans les jours suivants, Margaret continua à assister au groupe de soutien Deuxième Souffle. Elle y trouva la compréhension qui lui avait tant manqué auparavant. Les femmes écoutaient son histoire sans juger, partageaient leurs propres expériences, donnaient des conseils pratiques. C'est là qu'elle rencontra Michael, un avocat à la retraite spécialisé dans la défense des victimes de violences domestiques. Il venait bénévolement pour conseiller les participantes. Après une réunion, Margaret lui parla de la situation avec Tyler et Morelli. « C'est grave, » dit Michael après l'avoir écouté attentivement. « Mais il y a peut-être une solution. Votre fils a besoin d'aide pas seulement financière, mais aussi juridique. S'il accepte de témoigner contre Morelli, le procureur pourrait lui proposer une immunité. » Témoigner contre Morelli? Mais c'est dangereux. Il existe un programme de protection des témoins, expliqua Michael. Si les informations de Tyler permettent d'incarcérer Morelli, les fédéraux lui offriront une nouvelle identité, un nouveau lieu de résidence, une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Margaret réfléchit. C'était peut-être exactement ce dont son fils avait besoin. Une chance de tout recommencer, loin des dettes, des menaces et de ses erreurs. « Pouvez-vous nous aider ?» demanda-t-elle. « Pouvez-vous contacter le procureur fédéral ?» Michael acquiesça. « Mais d'abord, il nous faut parler à votre fils. Sans son consentement, rien ne pourra avancer. »« Il ne voudra pas me parler, » répondit Margaret tristement. « Pas après tout ce qui s'est passé. »« Parfois, » répliqua doucement Michael, « une personne n'est prête à entendre la vérité que lorsqu'elle n'a plus rien à perdre. Peut-être que votre fils en est arrivé là. » Ce même soir, Michael passa quelques appels et, dès le lendemain matin, une réunion était organisée avec le procureur fédéral. Celui-ci écouta attentivement le récit de Margaret et examina les documents fournis par le détective Parker. « Morelli est sur notre radar depuis longtemps, » déclara-t-il. « Mais il est prudent, et nous avons très peu de preuves directes. Si votre fils travaillait réellement pour sa société comptable et qu'il a accès à certains documents, son témoignage pourrait être inestimable. Que devons-nous faire ? » demanda Margaret. « Nous allons organiser une rencontre sécurisée avec votre fils. S'il accepte de coopérer, il sera immédiatement placé sous protection. Vous aussi, si nécessaire. » Michael proposa d'accompagner Margaret à cette rencontre avec les fédéraux et Tyler. En chemin, il lui parla des aspects juridiques du programme de protection des témoins, de ce à quoi s'attendre, des questions qu'il devait poser. Ce programme, ce n'est pas des vacances dans un hôtel de luxe, prévint-il. C'est un changement complet d'identité, une rupture avec toute vie antérieure. Mais parfois, c'est la seule chance de recommencer à zéro. Et pour votre fils, cela semble être le cas. Le petit dossier posé sur la table basse du salon de Jessica était peu à peu devenu une pile conséquente de documents.
relevés bancaires, reçus, journaux d'appel, témoignages de voisins, photos de blessures. Les preuves des abus financiers de Tyler s'y accumulaient comme les pièces d'un puzzle formant une image accablante de ce que Margaret avait enduré. « Tu es sûre de vouloir continuer ?» demandait régulièrement Jessica en voyant sa mère consulter ses papiers. « C'est tellement dur pour toi. » Difficile, était un mot bien trop faible. Chaque document était un rappel des années de peur et d'humiliation. Mais Margaret hochait simplement la tête et continuait à trier les pièces du dossier, méthodiquement. Elle devait le faire. Elle devait faire face à la vérité complète, sans embellissement, sans mensonge. Le soir, elle feuilletait l'album photo, observant les images d'où elle était absente, anniversaires, spectacles scolaires, dîners de Noël, événements dont elle ignorait même l'existence. Cette douleur, plus vive que la douleur physique, était paradoxalement ce qui la poussait à continuer. Physiquement, elle se rétablissait bien. Des mois de rééducation, d'abord à l'hôpital puis en ambulatoire, lui redonnaient progressivement de la force. Gymnastique matinale, séances de kiné, alimentation saine, tout cela faisait partie d'un nouveau mode de vie. Jessica avait insisté pour qu'elle bénéficie du meilleur traitement disponible. Et maintenant, Margaret se sentait mieux qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle rencontrait aussi chaque semaine une psychologue, la Dr Nass, qui l'aidait à comprendre les sentiments complexes qu'elle nourrissait encore pour son fils. Colère, ressentiment, déception, mais aussi amour maternel, désir de protéger, espoir de rédemption. Ce sont des émotions normales et saines, disait la Dr Nass quand Margaret avouait qu'elle aimait toujours Tyler, malgré tout ce qu'il avait fait, et qu'elle s'inquiétait pour lui. L'amour et les limites peuvent coexister. L'un n'annule pas l'autre. Le soutien le plus inattendu vint d'Elizabeth, la nouvelle voisine de Jessica, une veuve de 70 ans qui avait emménagé dans la rue 3 mois plus tôt. Elle vivait dans une petite maison de l'autre côté de la rue, avec un jardin soigné. Leur première rencontre fut fortuite. Margaret était sortie sur le perron pour prendre l'air et aperçut une femme âgée peinant à décharger ses courses d'un taxi. Sans réfléchir, elle traversa la rue pour l'aider. « Oh merci, ma chère », dit Elizabeth avec un sourire chaleureux. Mes genoux ont décidé aujourd'hui qu'ils ne coopéreraient plus. Elles discutèrent en rangeant les courses. Elizabeth était professeure de musique à la retraite, veuve, comme Margaret. Mais ce qui les rapprocha davantage fut cette révélation inattendue. Elle aussi avait connu la violence domestique, de la part de son propre fils. 10 ans d'enfer, dit-elle sans pathos lorsque Margaret, après plusieurs rencontres, lui confia son histoire. Il s'est mis au jeu, puis à l'alcool. Il jurait qu'il changerait, que ce serait la dernière fois. Mais la dernière fois se répétait encore et encore. « Comment as-tu surmonté cela ?» demanda Margaret. « Avec de l'aide », répondit simplement Elizabeth en haussant les épaules. « Seule, je n'aurais pas pu. Ce sont d'autres femmes âgées de ma communauté, ayant vécu des situations semblables, qui m'ont tendu la main. Seulement. Arrêtez de me cacher, de vivre honteuse de ma situation, que j'ai pu trouver du soutien. » Elizabeth présenta Margaret à un cercle de retraités locaux, des gens actifs, amicaux, dont beaucoup avaient traversé des tragédies familiales mais trouvé la force d'aller de l'avant. Pour la première fois depuis des années, Margaret se sentit appartenir à une communauté. Elle avait de nouveaux amis pour aller au théâtre, jouer au bridge, ou simplement discuter autour d'une tasse de thé. Ce sentiment d'appartenance lui donna la force de se préparer au prochain procès, qui promettait d'être long et éprouvant. Avec Jessica, elle consultait des avocats, explorait des options d'indemnisation, discutait avec des représentants de la banque concernant les opérations frauduleuses. Sur les conseils de la Dr Nass, Margaret commença à tenir un journal. Chaque soir, elle y consignait ses pensées, sentiments, souvenirs non pas pour les générations futures, mais pour sa propre guérison. Peu à peu, en libérant sur papier les émotions accumulées depuis des années, elle sentait sa force intérieure revenir. Aujourd'hui, j'ai pu faire le tour du pâté de maison sans m'arrêter. Je ne me sens plus fragile ou impuissante. Il y a en moi une force que Tyler n'a jamais pu briser, malgré tous ses efforts. Parfois, elle écrivait ses inquiétudes, sa peur que Tyler soit à jamais prisonnier de sa dépendance à Morelli, sa culpabilité de ne pas avoir vu son fils s'enfoncer lentement dans ce cauchemar. Si j'avais été plus attentive. Si j'avais été plus forte. Si j'avais été plus sage. Mais avec le temps, ces « si » s'atténuaient, laissant place à l'acceptation et à la détermination d'avancer, quoi qu'il advienne au procès. Michael, l'avocat rencontré au groupe de soutien, devint le lien entre leur famille et la police.
C'est lui qui annonça que les agents fédéraux préparaient une opération pour arrêter Morelli avec l'aide de Tyler. Tyler a accepté de coopérer, expliqua-t-il lors d'une réunion. Les fédéraux lui ont proposé un accord, son témoignage contre Morelli en échange d'une immunité judiciaire. Il a vraiment accepté? Demanda Jessica, incrédule. Après tout ce qui s'est passé, il n'avait plus beaucoup de choix, répondit Michael en haussant les épaules. Avec les preuves qu'on a réunies, il risquait une lourde peine pour fraude financière. Sans parler de Morelli, qui finirait tôt ou tard par remarquer que l'argent ne rentrait plus. Il marqua une pause éloquente. Et maintenant? Demanda Margaret, ressentant un étrange mélange de soulagement et d'angoisse. Maintenant, les détectives peaufinent l'opération, répondit Michael. Ils veulent prendre Morelli sur le fait, en train de recevoir l'argent. C'est une opération délicate qui demande une grande préparation. Mais si tout se passe bien, Morelli ira en prison pour de longues années, et Tyler pourra repartir à zéro sous protection fédérale. Un mois passa, chargé d'attente et de tensions nerveuses. Tyler ne donna aucun signe, conformément au plan. Mais Margaret pensait souvent à lui, s'imaginant ce qu'il pouvait ressentir. Peur, soulagement, remords. L'appel arriva en milieu de matinée, alors qu'elle aidait Emma à faire ses devoirs d'histoire. Le numéro était inconnu, mais la voix était trop familière. Je passerai ce soir pour l'argent. Ne sors pas. La voix de Tyler était brusque, mais Margaret y percevait des notes de peur et de tension. Elle ne comprit pas tout de suite, puis réalisa que c'était une partie de l'opération. Tyler devait faire semblant de poursuivre les paiements, pour ne pas éveiller les soupçons de Morelli. D'accord, je t'attendrai, dit-elle aussi calmement que possible. Vers quelle heure viendras-tu? À 19 heures. Et prépare du liquide. Pas de chèque. La conversation prit fin. Margaret croisa le regard inquiet d'Emma. Tout va bien, ma chérie, dit-elle en tentant de sourire. Tonton Tyler aide la police. Jessica entra en trombe dans la pièce, alarmée par la conversation. Tu ne vas pas y aller, dit-elle fermement, quand Margaret lui expliqua la situation. C'est bien trop dangereux, maman. Laisse la police s'en occuper seule. Mais tout le plan repose sur ma présence, objecta Margaret. Si je ne suis pas là, Morelli pourrait se douter de quelque chose. Et tu es prête à risquer ta vie, pour Tyler? Après tout ce qu'il t'a fait? Margaret réfléchit. Elle ne le faisait pas pour Tyler. Elle le faisait pour la justice, pour elle-même, pour les dizaines d'autres victimes de Morelli qu'elle ne connaissait pas, mais dont le destin dépendait du succès de cette opération. Je dois le faire, dit-elle d'une voix basse mais résolue. Jessica ne céda pas facilement. Elle contacta immédiatement le détective Parker, insistant pour protection supplémentaire. C'est trop dangereux, répétait Jessica. Morelli n'est pas du genre à se rendre sans se battre. Finalement, un compromis fut trouvé. Margaret irait dans son ancien appartement, mais des policiers et agents fédéraux y seraient déjà en place. Michael, son avocat, serait également présent. Promets-moi d'être prudente, dit Jessica en étreignant sa mère avant son départ. Et pars immédiatement si tu sens que quelque chose cloche. Je te le promets, répondit Margaret en la serrant fort dans ses bras. Tout ira bien. L'appartement où elle avait vécu tant d'années lui paraissait désormais étranger, vide. Quelqu'un, probablement Jessica, avait nettoyé soigneusement, dépoussiéré, arrosé les plantes. Mais ce n'était plus un foyer. Le foyer, c'était maintenant là où vivaient Jessica et Emma. Dans la cuisine, était assis le détective Parker, deux agents en civil que Margaret ne connaissait pas, et Michael. Tous semblaient tendus, concentrés. « Vous êtes prête, Madame Foster ?» demanda Parker. Son regard trahissait une réelle inquiétude. « Oui, » répondit Margaret, surprise par son propre calme. « Que dois-je faire ?»« Agissez naturellement, » dit l'un des agents en ajustant l'oreillette à son oreille. « Ouvrez la porte quand on sonne. Laissez entrer Tyler et ses accompagnants. Pas de gestes brusques. Ne dites rien qui puisse les alarmer. » Margaret remarqua que tous les officiers portaient des gilets pare-balles. Parker avait une arme à la ceinture. « Et si quelque chose tourne mal ?» demanda-t-elle. « Il y a des tireurs d'élite dans les appartements voisins, et une équipe d'intervention est prête à entrer. Toute l'opération est sous contrôle. Mais si vous sentez le moindre danger, dites simplement « J'ai besoin de m'asseoir ». Ce sera notre signal d'intervention. Margaret acquiesça, sentant sa bouche devenir sèche à cause de la tension.
Michael lui serra la main en signe d'encouragement. Vous êtes une femme très courageuse, dit-il. Peu oserait faire ce que vous êtes sur le point de faire. L'horloge marquait 18h45 quand la sonnette retentit. Aiguë, insistante, étrangement familière. Margaret sursauta. Parker et les agents prirent rapidement position, l'un près de la fenêtre, l'autre dans le couloir menant à la chambre. Michael resta assis à la table, feignant de lire des documents. Les mains de Margaret tremblaient quand elle ouvrit la porte. Tyler était là, amaigri, les traits tirés, des cernes profonds sous les yeux, le teint livide. Derrière lui se tenait un homme corpulent en costume coûteux, une chaîne en or autour du cou, et deux jeunes hommes musclés, au visage fermé. « Salut maman », dit Tyler d'une voix éteinte, sans la regarder dans les yeux. « Je suis venu pour l'argent. »« Bien sûr », répondit Margaret en reculant pour les laisser entrer. « Entrez. J'ai préparé ce que j'ai pu. » Victor Morelli, car c'était bien lui, sans aucun doute, observa l'appartement avec une moue de mépris. « C'est donc d'ici que sort l'argent », ricana-t-il en balayant la pièce du regard. « T'as bien trouvé le filon, Tyler. Faire les poches de ta vieille mère. Pas mal pensé. » Tyler ne répondit pas. Il jeta un regard en coin à sa mère. Était-ce une supplique? Un avertissement? Margaret ne pouvait l'interpréter. « L'argent est sur la table, » dit-elle en essayant de garder la voix stable. « Venez. » Morelli s'avança dans la cuisine et repéra immédiatement les hommes assis à la table. « Et eux? » demanda-t-il en se tendant. « Une réunion de famille pour parler de tes dettes ?» Tyler, qui le suivait, se figea en découvrant la « réunion ». Son visage déjà pâle devint livide. Il chancela, s'appuyant au mur pour ne pas tomber. « C'est quoi ce bordel ?» s'écria Morelli. Mais à cet instant, Parker bondit de sa chaise, dégaina son arme. « Police! Ne bougez plus! Montrez vos mains !» Les deux gardes du corps de Morelli dégainèrent aussitôt, mais les agents étaient prêts. L'un se jeta au sol et balaya les jambes de l'un des hommes. L'autre utilisa un pistolet électrique pour neutraliser le second. Morelli, avec une rapidité surprenante pour son âge, sortit une arme et la pointa sur Margaret. « Que personne ne bouge ou la vieille y passe !» hurla-t-il. « Lâchez vos armes !» Michael se leva pour protéger Margaret de son corps. Mais c'est alors que Tyler fit l'impensable. Il se jeta sur Morelli et le plaqua au sol. Un coup de feu retentit, la balle se logea dans le plafond. La pièce fut aussitôt envahie. L'unité d'assaut fit irruption par les fenêtres et la porte. Morelli tenta de se débattre, mais il fut rapidement immobilisé, menotté au sol. « Victor Morelli, vous êtes en état d'arrestation pour extorsion, blanchiment d'argent et tentative de meurtre », déclara un agent en uniforme noir, lisant ses droits. Tyler était assis contre un mur, le visage en sang, une arcade sourcilière fendue. Trouvé souvent après le travail, j'ai rencontré un homme. Sympathique au début. Il m'a dit qu'il pouvait m'aider à obtenir de l'argent rapidement, sans paperasse. Je ne savais pas à qui j'avais affaire. Ou peut-être que je ne voulais pas savoir. Tyler parlait d'une voix brisée, sans tenter d'excuser ses actes. Il parlait comme quelqu'un qui, pour la première fois, se voyait clairement, sans phare, dans un miroir. Et après, tout est allé trop vite. Les versements. Les menaces. Le sentiment que je n'avais pas le choix. J'ai commencé à te prendre de l'argent, d'abord pour m'en sortir. Ensuite parce que j'étais déjà piégé. Morelli me tenait. Il leva enfin les yeux vers elle. Je t'ai volé des années, maman. Je t'ai volé ton argent, ton calme, ton lien avec Jessica. Je t'ai volé toi-même. Et le pire, c'est que je le savais, mais je ne pouvais plus m'arrêter. Margaret sentit les larmes monter, mais elle les retint. Elle avait pleuré bien assez. Elle était venue ici pour voir, pour écouter, pas pour s'effondrer. Je ne suis pas venue te pardonner, dit-elle calmement. Je ne suis pas sûre de pouvoir un jour. Tyler hocha lentement la tête. Il ne semblait pas surpris. Mais je suis venue pour que tu saches que tu peux te relever. Pas pour moi, ni pour Jessica, mais pour toi. Si tu veux une nouvelle vie, tu dois te battre pour l'avoir. Personne ne pourra le faire à ta place. Un silence suivit. Lentement, comme s'il redécouvrait un espoir éteint depuis longtemps, Tyler murmura. « Est-ce que tu reviendras me voir ?» Margaret se leva. Elle s'approcha, posa une main sur son épaule. « Si tu continues le traitement, si tu travailles sur toi, alors oui. Je reviendrai. » Puis elle quitta la chambre sans se retourner.
Dans le couloir, elle s'autorisa une profonde inspiration. Elle se sentait plus légère. Pas à cause d'un pardon accordé, mais parce qu'enfin, la vérité avait été dite. Le chemin serait encore long, mais elle n'était plus dans le déni. Ni lui, ni elle. Et cela, pour la première fois, leur offrait un avenir. Douleur ne s'était jamais totalement apaisée. Des souvenirs enfouis remontaient, des malentendus non résolus refaisaient surface. Mais au fil des séances, quelque chose changeait, non pas un pardon immédiat, mais une ouverture, une reconnaissance mutuelle de la souffrance vécue. Margaret continuait à visiter Tyler chaque semaine dans le centre spécialisé. Le chemin était long, fait de progrès lents, de rechutes parfois, mais aussi de moments de clarté où elle retrouvait dans les gestes et les mots de son fils l'écho de l'enfant qu'il avait été. Il commençait à prendre responsabilité de ses actes, à exprimer des regrets authentiques, non dictés par la peur mais par une volonté réelle de devenir meilleure. Jessica, elle, demeurait ferme dans son refus de reprendre contact. Son cœur restait fermé à la réconciliation, incapable pour l'instant de dépasser la colère et les blessures. Margaret respectait cela. Elle savait que le pardon ne pouvait être forcé, qu'il viendrait peut-être, ou pas. Mais elle espérait. Pas pour tout effacer, mais pour que chacun puisse vivre sans la charge du ressentiment. Elle se concentrait sur ce qu'elle pouvait contrôler, sa santé, ses liens retrouvés avec Jessica et Emma, sa place dans sa communauté. Le soutien des femmes du groupe Deuxième Souffle, l'amitié avec Elisabeth, et sa participation aux réunions de quartier lui redonnaient un sentiment d'utilité. Chaque jour, elle écrivait dans son journal, non plus pour exorciser une douleur, mais pour poser des mots sur ses victoires, aussi modestes soient-elles. Aujourd'hui, j'ai ri avec Emma. Vraiment ri. Aujourd'hui, je me suis sentie libre. Margaret n'oubliait rien. Mais elle avait choisi de ne plus être prisonnière du passé. Et dans ce choix, il y avait toute la force d'une femme qui, même après des années d'effondrement, avait su se redresser pour elle, pour les siens, et pour l'avenir. Assistante médicale. Elle se faisait rapidement apprécier pour son sérieux et sa bienveillance. Margaret, désormais connue sous le nom de Hélène, s'impliquait dans la communauté en tant que bénévole dans une maison de retraite. Emma, rebaptisée Emily, s'adaptait lentement à sa nouvelle école. Au début, elle pleurait souvent, demandant quand elle pourrait revoir ses anciens amis. Mais avec le temps, les nouvelles routines, les nouveaux visages et la chaleur d'un environnement apaisé faisaient leur effet. Margaret, seule dans sa chambre le soir, écrivait encore dans son journal. Ce qu'elle notait n'était plus l'expression d'un traumatisme, mais la chronique discrète d'une reconstruction. Aujourd'hui, Émilie m'a dit qu'elle m'aimait. Aujourd'hui, nous avons mangé tous ensemble sans tension, sans peur. Aujourd'hui, j'ai souri sans raison. Elle avait perdu beaucoup, des années, des illusions, des liens. Mais elle avait aussi retrouvé l'essentiel. La dignité, la paix, la possibilité d'aimer sans crainte. Son fils, malgré tous ses torts, faisait lui aussi un pas après l'autre vers la rédemption. Son regard, désormais plus clair, portait moins la honte et davantage l'espoir. Un jour, lors d'une de leurs rares rencontres dans un parc à mi-chemin entre leurs deux villes, Tyler George s'approcha d'elle et lui dit « Je ne mérite pas ce que vous m'avez donné. Mais je vais faire en sorte que vous soyez fiers de moi. Je vous le promets. » Margaret lui prit la main. Elle ne répondit pas. Mais dans ce silence, il y avait tout, la douleur, la mémoire, le pardon en marche. Infirmière. Peu à peu, très lentement, avec prudence et méfiance, Jessica commença à reconstruire sa relation avec son frère. Ce n'était ni immédiat ni facile, mais le processus avançait. Emma, elle, s'adapta rapidement à cette nouvelle vie. Elle se fit des amis à l'école, commença la natation, et remplissait la maison de rires et de bruits joyeux, des sons qui avaient tant manqué auparavant. « Il faut qu'on apprenne à être une vraie famille », dit un soir Emma pendant le dîner. Peut-être qu'on pourrait faire des soirées familiales le dimanche, avec des jeux, des films. Et peut-être qu'on pourrait inviter tonton Tyler, Michael. Margaret vit Jessica se raidir à la mention de son frère, mais à sa grande surprise, sa fille acquiesça lentement. « Peut-être que c'est une bonne idée, dit-elle. On peut essayer. » Margaret se réveilla le jour de ses 73 ans avec une sensation inattendue de paix. Un an dans cette nouvelle maison, sous un nouveau nom, dans une nouvelle vie, lui avait appris à apprécier chaque jour, chaque moment sans peur. Chaque après-midi sans l'angoisse d'un appel ou d'un coup à la porte était une petite victoire. Jessica avait insisté pour organiser une petite fête, un dîner à la maison, quelques amis du coin rencontrés cette année-là. Leur monde ne se limitait plus aux murs d'un appartement. « Tout est prêt ?»
lança Emma depuis la cuisine où elle aidait Jessica à préparer le repas. Les invités arrivent bientôt. Margaret sourit en plaçant les couverts. Tout n'était pas parfait. Parfois, la nostalgie du passé revenait. Parfois l'ombre de Morelli hantait encore ses cauchemars. Mais à présent, il y avait de l'espoir. Il y avait un chemin. La sonnette retentit à 18 heures précises. Margaret s'attendait à voir Elizabeth et son mari, ses nouveaux amis voisins. Mais sur le pas de la porte se trouvait Tyler, désormais Michael, avec un petit cadeau et un modeste bouquet de fleurs sauvages. « Joyeux anniversaire », dit-il doucement. « J'espère que je ne suis pas en retard. » Margaret le fit entrer. Il rejoignit le salon où les invités étaient déjà rassemblés. Il s'arrêta sur le seuil, les observant, figé. La dernière fois qu'ils avaient été réunis ainsi remontait à avant tout cela, avant Morelli, les arrestations, le programme de protection. Voir tout le monde réuni, sans peur, lui semblait encore irréel. « C'est moi qui l'ai invité », dit Margaret en posant doucement sa main dans le dos de son fils. « Nous pouvons maintenant être une famille, sans peur et sans mensonge. » Les invités, qui ignoraient leur histoire, souriaient simplement à cette scène de réunion familiale. Jessica hésita un instant, puis, se dépassant, s'approcha de son frère et l'enlaça maladroitement, mais sincèrement. « Tu n'es plus seul », dit-elle à voix basse. Et dans ces mots simples, il y avait plus d'acceptation que dans toutes les conversations de l'année écoulée. Emma, toujours attentive à l'atmosphère, décida d'alléger le moment. Elle s'approcha de son oncle avec un gâteau sur lequel brûlaient des bougies. « Faites un vœu avec mamie. » Sourit-elle. Tyler regarda Margaret, et dans ses yeux, elle vit enfin ce qu'elle cherchait depuis des mois, son fils. Simplement son fils, qui, malgré ses erreurs, était toujours son enfant. Elle ferma les yeux et fit un vœu, que ce chemin lent et incertain vers la guérison continue, que chaque jour devienne un peu plus facile, que la peur et la douleur finissent un jour par disparaître complètement, ne laissant place qu'à l'amour et à l'acceptation. Elle comprenait maintenant, la véritable force ne réside pas dans le pardon du passé, mais dans la création d'un avenir nouveau, où il n'y a plus de place pour le chantage, le mensonge et la peur. Jour après jour, pas à pas, il construisait ce nouveau monde. Et aujourd'hui, elle était reconnaissante pour chacun de ces petits pas.